Au début de ce livre, un narrateur, qui pour l'instant n'a pas de prénom, qui plus tard se révélera s'appeler Thomas, puisqu'il sera appelé comme tel par d'autres personnages, arrive en Afrique, dans un pays qui ne sera pas identifié pendant très très longtemps et dont nous apprendrons aussi par la bande qu'il est sans doute le Bénin. Mais c'est donc un pays d'Afrique. Et ce personnage, ce narrateur, celui qui dit « je », et qui donc s'appellera Thomas, ne nous dit pas grand-chose de son passé. Nous sommes immédiatement dans l'arrivée en Afrique. Il est accueilli par un certain Raoul et nous comprenons bientôt, de fragment en fragment, car le livre est tissé de petits fragments narratifs, qu'il est là pour une sorte de mission humanitaire. Il s'agit de sensibiliser des villages africains essentiellement, des communautés africaines diverses, au sida et à la nécessité de s'en protéger, par exemple par le préservatif. Mais ceci n'est qu'une sorte de toile de fond ou de prétexte pour ce voyage où le narrateur va, de notation en notation, explorer un sujet qui va se révéler peu à peu. Oui, le livre est fait de petites notations. Parfois, ce sont 2 lignes comme ça, qui apparaissent presque au milieu de la page, en tout cas séparées du fragment précédent, et séparées du fragment suivant par quelques blancs aussi. Nous pouvons avoir des petites notations du genre, à la page 6, nous arrivons au village dans l'après-midi, cabri, poulet, enfant. Ce petit fragment donne une certaine idée de l'économie avec laquelle Mathieu Frou écrit. Cabri, poulet, enfant, là où d'autres auraient pu produire une description d'une page sur l'ambiance de cette petite communauté dans laquelle il va vivre quelques semaines. Il y avait des cabris, il y avait des poulets, il y avait des enfants, on pourrait même leur accoler des verbes. Les cabris sautaient partout, les poulets caquetaient, les enfants s'égaillaient autour de ces animaux. Ici, rien de tout ça, cabri, poulet, enfant, comme s'il s'agissait de notations, de petites notes. Le livre, de ce point de vue-là, pourrait ressembler à une sorte de journal de ce séjour en Afrique, avec quelques petites impressions qui sont consignées comme ça au jour le jour. Nous aurons de la même façon à la page 30 une phrase tout aussi isolée du reste du récit et qui arrive comme ça au milieu de la page. « J'ai vu des enfants jeter leurs lignes de pêche dans les égouts. » Pas de commentaire, pas de débouché sensoriel ou moral à cette observation, du genre « ici nous sommes en Afrique et les enfants sont tellement pauvres qu'ils en sont réduits à pêcher dans les égouts. » Non, tout simplement quelque chose qu'on a vu. J'ai vu des enfants jeter leurs lignes de pêche dans les égouts. Le livre n'essaie pas de se surmanifester stylistiquement. Il est d'une grande sobriété dans son expression. Tout ce qui compte ici, c'est plutôt de mettre en rapport un certain nombre de petits fragments. Les rapports étant confiés d'une certaine manière au lecteur ou à la lectrice. C'est lui et elle qui tisseront les vrais rapports que le narrateur ne mâchera pas. Donc nous aurons un système, un tissu de notes entre lesquelles il s'agit pour nous d'inventer une sorte de texte. Un texte qui dessinerait la thématique et peut-être l'horizon psychologique ou l'expression psychologique qui ici ne s'affiche pas directement, mais donc à travers ce système de parallèle, de contiguïté. C'est nous donc qui ferons le lien entre telle notation sur une poule avec ses poussins, telle notation sur Victoire, qui se trouve être la fille de Raoul et de Leslie qui accueille Thomas, laquelle petite Victoire, puisque c'est un bébé, sera souvent décrite entre les bras de sa mère ou entre les bras d'une certaine Diane qui se trouve être la sœur de Leslie. Il sera aussi souvent question du sentiment que le narrateur peut éprouver par rapport à cet enfant. Ainsi, peu à peu, la question de la paternité s'invitera dans le livre, mais de façon extrêmement discrète. Comment être un père, comment y arriver, comment arriver à créer une sorte de relation avec un enfant, en l'occurrence la petite Victoire. Tout ça sur fond d'ailleurs de pédagogie humanitaire produite autour du préservatif. Mais il se trouve que par incidence, le préservatif est aussi l'outil par lequel on évite des naissances. Donc la naissance, la paternité, la maternité, le lien parental semblent ici tramer quelque chose. On ne saura jamais exactement quoi, comme dans tous les bons livres. Ainsi, nous aurons par exemple cette notation à un moment à la page 20. Je me surprends à m'intéresser à Victoire, donc le petit enfant,
la petite fille, moi qui habituellement ne prête aucune attention aux tout petits. C'est d'ailleurs un questionnement récurrent. Quel papa serais-je durant les premières années si intérieurement je ne ressens pas le fourmillement nécessaire ? Voilà une des rares confidences directes que peut faire Thomas et qui est à même d'élucider ce qui se joue en souterrain à travers les différentes notations fragmentaires. Mais le rapport le plus saillant établi par cette narration fragmentaire, c'est un jeu de contiguïté aussi entre ce qui arrive au présent à Thomas en Afrique et des fragments qui sont des sortes de réminiscences flash, de flashs de souvenirs comme ça, de ce qu'a pu être son enfance, lui, en France, en tant que petit blanc, grandi dans une certaine bourgeoisie française. Nous avons par exemple ce fragment-là qui arrive assez tôt dans le livre. Il se trouve que nous aurons comme ça une quinzaine de fragments qui viendront s'inciser en quelque sorte dans le journal de ce séjour en Afrique. Par exemple celui-ci. Julien est au-dessus de moi, je n'ai aucune chance de retourner la situation à mon avantage, alors en désespoir de cause, je lui crache au visage, sauf que bien sûr, comme je suis en dessous, je reprends la moitié de mon molar sur la tronche, mais ils sont quand même pas en train de se cracher dessus, ma mère hurle comme devaient le faire les Vikings quand ils déboulaient sur les champs de bataille. Et sur le canapé de ma tante que j'ai passé 2 week-ends à nettoyer et cirer, mais ça vous en foutez bien sûr, vous vous crachez dessus, parfait, et ben moi aussi, tiens, mais autant nous à l'école on a l'habitude de cracher, autant ma mère à son travail, pas tellement, alors ça fait un pfff, pas clair, c'est plutôt comme si elle se bavait dessus, je rigole et prends une baffe, enfin on prend une baffe parce que Julien est toujours au-dessus de moi et qu'à la décharge de ma mère c'est pas facile de viser. Ma mère crache encore et je sens un truc humide et chaud dans mes cheveux, il y a aussi une odeur de fromage, celui qu'elle a dû grignoter en préparant la quiche. Si j'ai lu ce fragment à toute vitesse, c'est parce que sa ponctuation, ou plutôt son absence de ponctuation, invite à le lire comme ça. Dans tout ce que j'ai lu, nous avons un seul point. Le reste du temps, ni point ni virgule. Les choses s'enchaînent sans le système de ponctuation habituel. Ce qui fait que les propos rapportés, par exemple de la mère qui est en pétard contre ses enfants qui se battent sur le canapé, qui sont en train de se cracher dessus, et qui elle-même va en finir par cracher sur un de ses enfants, en tout cas semi-cracher parce que, nous dit-on, elle n'y est pas habituée, tout ça, tout ce moment-là est livré en un seul bloc non ponctué. Et c'est ce qui caractérise stylistiquement ces incises de réminiscence de l'enfance à côté, ou dans la chair, ou dans la trame africaine, qui, elle, est ponctuée de façon relativement classique. C'est ça qui les distingue. Bientôt, nous ferons le lien, donc, entre ce qui se joue en Afrique et ce qui a pu se jouer dans l'enfance, car tous les souvenirs d'enfance concernent toujours des épisodes de violence. Soit de violence entre les frères, puisqu'ils sont 4 frères et qui ne cessent de se battre, apprend-on de réminiscence en réminiscence, soit de violence des parents qui, en désespoir de cause peut-être, ou peut-être aussi par plaisir, va savoir, se mettent aussi à violenter leurs enfants. Il y aura même un moment l'achat d'un martinet, afin de mieux dresser ces 4 garçons définitivement infernaux. Ainsi nous comprenons que l'enfant Thomas a subi un peu de violence, a lui-même prodigué de la violence, lui-même ne cessait de se battre. Et il semblerait qu'il ait fini par surmonter cette espèce de violence en lui, qui lui vient peut-être de la maltraitance qu'il a subie, qui lui vient peut-être de l'environnement de violence dans lequel il a pu grandir dans cette fratrie un peu agitée, et en tout cas très bagarreuse. Nous comprenons donc qu'il a su surmonter probablement ce qui était chez lui une propension à la violence. Par exemple, page 47, nous avons cette phrase « Je crois que si les remarques de Raoul m'agacent autant, c'est parce qu'il met ma tempérance sur le compte de la faiblesse, alors qu'elle découle justement d'un traité de paix intérieure obtenu au terme d'un long et âpre conflit. » Nous n'en saurons pas beaucoup plus sur la façon dont le petit Thomas, l'adolescent Thomas, très porté sur la bagarre, a su peu à peu surmonter les accès de violence qui lui viennent, mais qui peut-être ne demandent qu'à ressortir, et qui de fait vont un peu ressortir par le truchement d'un personnage qui peu à peu s'avère central et qui s'appelle Ignace. Ignace est immédiatement présenté comme un enfant infernal. Et de fait, Thomas va pouvoir constater à quel point le Ignace en question ne cesse de faire des conneries, de trahir, de voler, s'il est un peu considéré comme le petit démon qu'il faut dresser. Chose qui évidemment choque le Thomas en question qui s'est construit visiblement contre la violence, contre sa propre violence et contre l'idée notamment qu'on doive et a fortiori puisse violenter des enfants. Or, peu à peu, Thomas, qui était d'abord choqué par le fait qu'on traite aussi mal le dénommé Ignace, se voit
se voit lui-même, et c'est bien l'expression adéquate, se voit lui-même non seulement avoir recours aussi à une certaine violence vis-à-vis d'Ignace, mais aussi y prendre plaisir. Par exemple, page 75. De nouveau, je frappe Ignace, cette fois parce qu'il a griffé victoire. Je commence par lui annoncer le nombre de coups que je vais lui porter. Je constate avec surprise combien, après plusieurs décennies de lutte, il m'est facile de céder à mes penchants. Je m'étais construit une opposition radicale, mais je n'ai plus de repères de ce côté de la barrière. Les repères que s'était construit Thomas en grandissant, à grand renfort d'auto-persuasion, sont en train de sauter dans ce séjour africain, et notamment au contact d'Ignace et à l'observation du traitement réservé à Ignace. Et alors voici le résultat. Nous avons ce passage, ce fragment qui concerne encore une fois le séjour africain de Thomas. Aristide propose qu'on le force à rester nu jusqu'à ce que l'argent réapparaisse. Je ne m'y oppose pas. Ignace dit qu'il ne se souvient plus au bout d'un certain temps. Leslie nous suggère d'arrêter. Elle dit « Nous allons attendre Raoul ». Mais j'ai encore envie de le frapper. J'envisage même l'espace d'un instant de le menacer avec un couteau. Je demande à Leslie de me laisser continuer un peu. Je dis à Ignace qu'il a 10 minutes pour avouer. Je vais chercher une spatule en bois. Ça a l'air de faire très mal parce qu'Ignace braille très fort. Il met ses mains en protection et je m'arrête. Mais ce n'est pas de la pitié, plutôt une forme de jouissance de le voir ainsi à ma merci. Si j'ai encore lu d'une traite ce passage, au point même d'en perdre mon souffle sur la fin, c'est parce que, contrairement au code qui avait été installé pendant tout le livre, à savoir du côté des réminiscences pas de ponctuation, du côté de l'Afrique et du présent de la ponctuation, eh bien cette fois nous avons un épisode africain qui est raconté sans ponctuation. C'est-à-dire que la contamination, les démons qui sont revenus du côté de Thomas, il a été repris par sa pulsion de violence et par la jouissance qu'il peut ressentir à prodiguer de la violence et peut-être même à en recevoir, eh bien cette violence est revenue à la faveur, si on peut dire, ou à cause du séjour africain. Il y a donc une contamination, le passé fait retour dans le présent, et cette contamination du présent par le passé devient aussi une contamination stylistique. Le moment africain en perd à son tour sa ponctuation, c'est-à-dire qu'il fait lui-même exploser les repères. L'explosion de repères dont il était question dans la phrase citée précédemment conduit à une sorte de perte des repères que représentent dans la langue les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation, ça sert à ça. Ça sert à trier un peu, à ordonner une prose, à séparer entre des fragments. À partir du moment où vous faites exploser la ponctuation, vous recréez une sorte de chaos stylistique qui serait donc l'expression du chaos psychologique, du chaos affectif dans lequel Thomas est retombé lors de son séjour en Afrique et notamment en fréquentant l'infernal, le presque démoniaque Ignace. Le bordel est donc revenu. Nous avons là une sorte d'anti-roman d'apprentissage. Non seulement Thomas ne s'est pas amélioré lors de son séjour africain, mais en plus, il a plutôt régressé. Il a régressé dans la violence. De cela, il n'y a pas grand-chose à déduire, il n'y a pas de choses douteuses à déduire quant au fait que l'Afrique elle-même serait sauvage et que donc le petit blanc civilisé Thomas aura été réensauvagé par l'Afrique, puisque précisément sa violence lui vient de son enfance occidentale, européenne, française à lui. D'ailleurs, en l'occurrence, le contexte africain, qui est décrit de façon très économe, est finalement très secondaire. Il se trouve que ceci s'est passé en Afrique, mais ceci aurait pu se passer dans un autre contexte. En tout cas, le résultat est celui-ci, page 30. Aussi obscure que puisse être la partie de moi qui a instigé cette expérience, elle ne peut empêcher l'autre d'en apprécier l'heureux dénouement. Nous avons ici établi le fait que le sujet, Thomas, est clivé. Il est au moins divisé en deux. Il est divisé au moins en deux. C'est-à-dire la personne consciente qui a cru se constituer un système de valeurs qui lui rendait absolument insupportable le fait qu'on puisse frapper un enfant, et une autre partie, peut-être pré-civilisée, qui fait qu'il ressent de nouveau de la jouissance à frapper un enfant. Une sorte de clivage donc entre un système moral et puis la vie réelle du corps qui est beaucoup plus obscure, beaucoup plus trouble. Et c'est pourquoi Thomas ne s'appartient pas. Thomas, le narrateur, n'est pas en maîtrise de lui-même. Il ne peut donc que noter ce qui lui arrive sans le commenter, sans l'analyser, car il n'a pas de hauteur par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à la vie de son corps qui s'impose à lui. Il ne peut donc que fournir une sorte de documentation objective sur lui-même, en s'objectivant lui-même, et c'est ce que fait le livre en permanence.
et ainsi il nous fournit une sorte de documentation qui vaut pour Thomas, mais qui vaudrait peut-être pour beaucoup de gens, et peut-être même pour tout le monde, à savoir une documentation sur les pulsions autoritaires qui sommeillent en nous et qui, à la moindre occasion, se réveillent. Ce roman a ce prix de rappeler à chacun que nul n'est innocent de pulsions autoritaires. Ça s'appelle donc Doucement, et cette fois le titre sonne bizarrement. C'est signé Mathieu Froux et c'est publié par les éditions Cause Perdue.